Située au cœur du continent africain, la RDC fait face à l'une des pires fractures numériques au monde, avec plus de 80% de sa population qui n'a tout simplement pas accès à Internet. Ceci au moment même où, dans plusieurs pays, on commence de plus en plus clairement à parler d'Internet comme un droit humain, un droit basique, bref, comme l'eau que nous buvons, comme l'air que nous respirons. Mais tout n'est pas perdu pour autant, à en croire Monsieur Désiré Cachemire Ebérande Kolongele, ministre du numérique de la RDC, qui a déclaré que la RDC a enregistré un taux de pénétration Internet de 17,6% en 2022, chiffre donc en croissance de 25% comparativement au chiffre de 2021 qui était d'environ 13%. Salut les amis, je suis Dr Jean-Paul Mouka et je suis honoré de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Excel Africa BizTech. C'est cette plateforme d'échange, d'analyse, de décryptage où nous penchons sur des enjeux africains et congolais de développement à cheval entre la transformation numérique et le commerce international. Alors, chers amis, en ce 25e numéro, nous allons déjà, merci beaucoup, l'aventure continue, 25 numéros, c'est grâce à vous. Et je vous rappelle de vous abonner, je vous rappelle de partager. Nous parlons aujourd'hui voilà, de cette nouvelle qui est tombée dans la semaine. On est début juin et ça concerne l'accès à Internet amélioré en RDC, mais nous allons essayer de voir les tenants et les aboutissants. Et en effet, en ce début de juin, on aurait pu parler de mon pays qui s'est fait agresser par un de ses voisins. Et voilà, dans l'indifférence quasi totale de pratiquement tout le monde, y compris les donneurs de leçons, y compris les chantres de l'intangibilité des frontières. Moi, je pensais que c'était très bien de protéger les frontières et que c'était très mal quand on violait les frontières d'un État souverain. Mais je viens de me rendre compte que ça vaut plutôt pour peut-être pour certains pays comme l'Ukraine, mais quand c'est la RDC, on relativise, il faut parler, il faut négocier, il y a un contexte délicat. Eh ben, tout à fait dégoûtant d'hypocrisie et j'ai comme l'impression que un peuple ne peut pas être endormi éternellement. Cette situation ne va pas perdurer ad vitam aeternam et il me semble que la récréation touche petit à petit à sa fin. Mais cette semaine, on aurait aussi pu parler du roi des Belges qui, qui a honoré la RDC de sa visite et qui s'est incliné devant le mémorial aux anciens combattants. En fait, cette visite est en cours au moment où nous faisons ce numéro parce que le roi des Belges est encore en RDC. Il s'est agi voilà, de, de plusieurs aspects symboliques par rapport aux atrocités du passé, par rapport à la relique du père de notre indépendance, Patrice Emery Lumumba. Il s'agit d'honorer les anciens combattants, mais aussi de retourner certains objets d'art volés, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, volés pendant l'époque coloniale. Voilà, on apprend que le souverain des Belges aurait montré une certaine contrition à l'égard voilà, des atrocités que ses aïeux ont fait subir aux miens. Euh, Par ailleurs, lorsqu'on est initié, on comprend très vite qu'il ne s'agissait pas du tout d'excuses, donc on laissera à ceux qui s'occupent de l'aspect diplomatique et l'aspect juridique de la chose de nous éclairer sur les tenants et les aboutissants. Mais cette semaine était aussi la semaine ou ce début du mois où ça venait de tomber, voilà, le pape François venait d'annuler son séjour prévu en Afrique, notamment en RDC, entre le 2 et le 7 juillet 2022. Et voilà, le genou a lâché et donc on ne peut que lui souhaiter prompt rétablissement.
Donc voilà une actualité qui a été plutôt abondante, foisonnante en RDC et en Afrique cette semaine. Mais on va revenir à nos moutons, chers amis, et parler du numérique aujourd'hui. Vous avez peut-être tous vu passer, la RDC connaît un taux de pénétration Internet de 17%. Euh, Ça, c'était Politico. Là, je vous fais juste un petit tour de presse, ben, appelez ça revue de presse si vous voulez. Donc, c'est voilà, on a vu ça aussi dans le potentiel numérique, le taux de pénétration d'Internet en RDC estimé à 17,6%. On citait aussi ici CIO Mag qui titrait la RDC enregistre un taux de pénétration Internet de 17,6%. Très bien. Et du coup, moi, j'ai envie de dire, et alors? So what? Et maintenant, so what, comme disent les anglophones. C'est peut-être une bonne nouvelle, mais on va essayer de gratter, on va essayer de regarder tout ça de plus près. En attendant, je vous rappelle, chers amis, abonnez-vous, c'est le meilleur service que vous puissiez m'accorder. Je suis infiniment reconnaissant. Le nombre de vues sur cette chaîne est en train de grimper, mais je pense qu'on peut faire mieux en termes d'abonnement. Si chacun qui regardait une vidéo, chacun qui me contactait en privé pouvait aussi commenter sur la vidéo. Merci à vous tous qui prenez le temps de me contacter sur WhatsApp, sur Facebook, ça me va droit au cœur. Beaucoup d'encouragement, quelques critiques constructives, tout est bon à prendre, mais s'il vous plaît, essayez de réagir ici même sur cette chaîne, ici même en commentaire, parce que ça crée de l'interaction. Vous connaissez les dictats des réseaux sociaux. Aidez-moi. Ainsi, on aura plus de visibilité. Notre chaîne sera proposée à plus de monde qui ne la connaissait pas auparavant. Et ensemble, nous ferons connaître cette modeste œuvre. Et donc, pour rentrer dans le vif du sujet, chers amis, euh, essayons de relativiser un tout petit peu pour voir ce qui se passe ailleurs dans le monde en termes de taux de pénétration d'Internet. On peut voir là, par exemple, les Amériques et l'Europe de l'Ouest, c'est 84-95% d'accès à Internet. Il y a des régions qui, voilà, quand on va en Amérique latine, on est en train de parler autour de 73%, 80% en Asie de l'Ouest, Asie centrale, par là, 60% en Asie, 63% en Asie Pacifique, 69% en Australie. Et on peut voir autour de 50 dans les Caraïbes et l'Afrique du Nord. Et puis on descend en Afrique et là, patatras, ça commence vraiment à sentir mauvais. Bon, 50% en Afrique australe, Afrique du Sud, pas trop mal, mais regardez là, le cœur de l'Afrique, où se trouve le cœur de notre sujet du jour, la RDC et sa région avoisinante. On est en train de tourner autour de 12% de pénétration à Internet, les amis. 12% en moyenne. Donc, la RDC, cette année, déclare 17-18%, mais en moyenne, on est en train de parler de 12% dans cette région du monde. Il faut donc mettre les bouchées doubles. Et donc, à l'ère du numérique, où voilà, le numérique est vraiment, chers amis, le catalyseur de tout développement aujourd'hui. Les chiffres d'Internet et ces chiffres de pénétration que l'on regarde, ils devraient d'abord nous révéler les progrès qu'il y a lorsqu'il y en a, comme il semble apparemment que voilà, c'est le cas en RDC et c'est à saluer. Mais surtout, ces chiffres devaient nous révéler les oubliés, les exclus du développement, les fameux non connectés. Regardez, si la RDC gratte les presque 20% de connexion à Internet, ça veut dire qu'il y a quand même 80% et plus de la population congolaise qui n'est pas connectée, c'est-à-dire qui est exclue de ce champ de développement. Or, c'est un champ qui est en train de devenir essentiel pour la compétitivité d'un pays. Je vous ai ressorti une petite liste ici. Vous pouvez voir, il y a des, la RDC n'est pas la seule, mais elle est quand même parmi les mauvais élèves parce qu'il y a des pays comme la Chine qui sont encore à quand même 40% de la population qui est non connectée. Et je vous rappelle que la Chine, c'est quand même une très grosse population. C'est plus d'un milliard, 1,6 milliard. Vous avez l'Inde qui tourne aussi autour de 50% de sa population, c'est-à-dire on est en train de tourner autour de 600 millions d'habitants qui ne sont pas connectés parce que l'Inde, c'est 1,2 milliard, 1,3 milliard d'habitants. Voilà, vous avez d'autres pays. Et la particularité, vous avez le Nigeria qui tourne autour de 60%. La particularité de ces pays, c'est que c'est soit des pays gigantesques, des pays continents comme la RDC, ou des pays à très forte population. Et aussi,
la plupart de ces pays, c'est des pays en voie de développement. C'est des pays qui, il y a encore quelques années, assez récemment, tiraient le diable par la queue comme la RDC le fait aujourd'hui. Donc, c'est des pays, il n'y a aucun pays dans cette liste qui soit un pays, on va dire, développé d'Europe de l'Ouest ou d'Amérique du Nord. Donc, c'est des pays plus ou moins comparables, mais quelle que soit la mesure que vous appliquez, vous vous rendez compte que la RDC, chers amis, a du travail, a du pain sur la planche. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va essayer de décrypter les chiffres qui ont été communiqués pour essayer de voir les tenants et les aboutissants de l'affaire. Et donc, essayons de se poser aussi la question du coup, que fait-on sur Internet? Quels sont les types d'usages que l'on fait lorsqu'on se connecte? C'est bien, 17%, 15%, 20%, c'est très bien. Mais les gens qui se connectent, nous, vous et moi, qui sommes parmi les 17%, 18% des Congolais qui se connectent sur Internet. Et ces chiffres, évidemment, ils ne sont pas congolais essentiellement, donc ils peuvent varier légèrement d'un pays à un autre. Mais en gros, euh, les trois usages top, les top 3 dans les usages de la connexion Internet, c'est la messagerie, c'est les emails, les messages, les réseaux sociaux. Donc, que vous êtes sur Facebook, que vous êtes sur WhatsApp, sur TikTok, etc. Et donc, c'est des activités qui sont importantes en termes de relier les populations sociales, créer un lien social entre les populations. Mais vous conviendrez avec moi que ça reste quand même des activités, somme toute, à valeur ajoutée relativement minime. Bon, OK, on peut faire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais c'est pas quand vous regardez, il y a tout un tas d'autres activités, y compris dans les pays développés. Hein, et encore une fois, ces statistiques ne sont pas purement congolaises, mais vous pouvez voir qu'il y a d'autres activités qui traînent, qui sont moins consultées, qui sont moins bas sur la pyramide des usages les plus courants sur Internet, par exemple. Et je prends par exemple le online shopping, donc le commerce en ligne, les services financiers. Voyez-vous, tout ce qui est streaming de films, les appels vidéo, le télétravail. Ouais, il est tout en bas dans la pyramide en termes de pourcentage de ce que l'on fait, mais ce devrait être vers là. C'est là qu'il y a une forte valeur ajoutée. Parce qu'une fois que tu as consulté ton courriel, tu as consulté ton email et que voilà, tu as répondu à tes messages WhatsApp et que tu as retrouvé tes photos d'enfance et que tu les as partagées et que tu as retrouvé des amis d'enfance disparus depuis longtemps sur Facebook, il manque quand même certaines activités qui sont le cœur du développement, le e-commerce, etc. Et donc, c'est une bataille dans tous les pays, mais c'est bien d'être conscient de où on se situe dans son pays par rapport à ces statistiques. Mais une autre dimension aussi, c'est comment on accède à Internet. Voilà, il y a une multiplicité d'outils qui nous permettent d'accéder à Internet. Ça ressemble à un bureau typique aujourd'hui allez, de la plupart d'entre nous, disons-le. On a un laptop, chacun d'entre nous, on a un, deux, voire trois téléphones portables, on a un iPad à côté, on a une enceinte musicale, on a Siri, bref, on a tout un tas d'objets connectés. Et puis, bon, voilà, ça ressemble plus ou moins à ça. Notre vie est envahie par des appareils mobiles de tout genre, PC, mobile, montres et j'en passe des meilleurs. Et en termes d'usage, on est sur YouTube, on écoute de la radio en ligne, on regarde des films en ligne. C'est un peu ça aujourd'hui la réalité pour les privilégiés d'entre nous qui sommes encore connectés à Internet parce que ben, je vous rappelle que pour la RDC, c'est 80% qui sont dans le noir, blackout total. Voyez-vous? Et donc, j'ai été intéressé par cette petite étude qui montrait, et ça c'était sur les usages Facebook, mais convenons que Facebook est assez représentatif des usages sur Internet parce que Facebook c'est quand même plus de 3 milliards de comptes actifs, donc grosso modo à peu près la moitié de l'humanité les amis. Et quand on regarde sur Facebook par exemple, on voit que en termes d'usage, 81% utilisent uniquement le mobile pour se connecter à Internet. Le téléphone mobile. Si vous y ajoutez les autres objets connectés, on se rapproche des 98%, 99%. Évidemment, ça nous laisse un 1,5% qui représente en fait les usagers qui n'utilisent que leur laptop et voilà, leur PC sur bureau et autres laptops. Voyez-vous que donc il y a une archi-domination de
de tout ce qui est mobile, tout ce qui est appareil mobile, tout ce qui est objet connecté. Et c'est vraiment ça la tendance. Et c'est des chiffres qui sont plus ou moins similaires, quel que soit le pays, quelle que soit la région dans laquelle on se situe. Mais il y a quand même d'autres problèmes et ça, on va en parler tout à l'heure. Et donc, quand on parle de mobilité, qui dit mobilité dit ubiquité des services. Ubiquité, ça veut dire disponible partout. Ça veut dire disponible ici et là-bas. Parce que quand vous regardez que 99% du temps, lorsqu'on est sur Internet, à l'échelle du monde, on est sur notre mobile. Le mobile, c'est ce que tu emmènes partout. Tu ne laisses pas ton mobile quand tu vas à la plage. Tu ne laisses pas ton téléphone mobile quand tu vas à la campagne, quand tu vas au sport, quand tu... Mais on dort avec nos téléphones mobiles. On va en voyage avec nos téléphones mobiles. C'est nos compagnons les plus fidèles. Donc, quand on regarde ça, il est absolument indispensable que la connectivité soit partout et qu'elle soit disponible et qu'il y ait une capacité avec un haut débit quasiment partout, ou en tout cas dans les centres de population, c'est-à-dire les grandes villes, mais aussi les centres reculés, la campagne, les plages, les villages, et ainsi de suite. Donc, il y a absolument urgence par rapport à ça. Ce qui nous amène en fait à parler justement des entraves et autres barrières à la connectivité Internet. On venait de parler tout à l'heure de la disponibilité. Ça, c'est un véritable problème. Ça, c'est une autre étude que je vous ai fait ressortir qui montre vraiment que, par exemple, en Afrique, ça, c'était sur des données sur l'Afrique subsaharienne où quasiment 30% de la population n'a pas, en moyenne, hein, c'est dans des centres où les données sont collectées, n'a pas accès à l'Internet de haut débit, voyez-vous. Donc, la disponibilité, ça reste un véritable problème en Afrique et encore plus en RDC. Mais il n'y a pas que, et ça, c'est des facteurs qui ralentissent l'accès à Internet. C'est des facteurs qui font que l'on en soit encore à 80% de personnes qui ne sont pas connectées. Un autre facteur, c'est tout simplement la pertinence du contenu. Vous savez, la plupart des pays africains n'ont pas développé une industrie de contenus locaux. C'est-à-dire, les gens n'ont pas une raison supplémentaire d'aller se départir du peu d'argent qu'ils ont dans leur téléphone, dans leur appareil mobile, pour acheter du contenu qui ne leur parle pas. Il y a non seulement un enjeu de souveraineté culturelle, notamment ici, mais aussi un enjeu financier de gros sous, les amis. Nos États, nos pays doivent s'y mettre, mais alors urgemment. Certains s'y sont déjà pris, le Nigeria, je le cite en exemple, et même le Kenya et l'Afrique du Sud, mais le contenu local. Au Congo, on a du contenu local. On a la rumba qui est maintenant un patrimoine immatériel de l'UNESCO, qui est une véritable richesse. On a le théâtre de chez nous, on a des contenus locaux. Vous aimez ou vous n'aimez pas, mais ils parlent à une population locale. On a du contenu unique à la RDC qu'il faudrait absolument disponibiliser en ligne. C'est ainsi qu'on aura et qu'on commence déjà à avoir, ou qu'on devrait en tout cas très vite avoir, des Netflix congolais, des Netflix africains. Tout ça, c'est parce que on aura développé du contenu que les gens ont envie. Les gens deviendront accros, ils auront envie d'acheter ce contenu-là. Donc, le contenu doit rester pertinent par rapport à la culture, par rapport aux besoins. On a une population massivement jeune et c'est des gens, lorsqu'ils ont un peu de pouvoir d'achat, et ça, on va en reparler, ils peuvent absolument dépenser sur Internet et on est en train de parler de développer toute une économie. Mais il y a aussi tout ce qui est compétences des utilisateurs, qui ne sont pas prêts pour la plupart des pays parce qu'ils ne sont tout simplement pas formés. Ils n'ont pas les compétences de base pour naviguer, pour faire quelque chose de productif sur Internet. Et à ce sujet, je tire mon chapeau, j'applaudis des deux mains lorsque je vois de plus ou moins petites structures en Afrique qui s'adonnent à la formation, qui des femmes, qui des jeunes filles, qui des jeunes désœuvrés, qui des jeunes étudiants, à l'outil informatique. C'est d'une utilité, mais alors vitale, et il faut faire vite. L'État doit ouvrir cet espace pour que les privés se déploient, qui dévorent cet espace-là, afin que la plupart de la population soit prête à sauter sur le wagon, sur le missile de l'Internet qui passe.
Et enfin, mais ce n'est pas et pas des moindres, nous parlons de l'abordabilité, chers amis. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, le coût moyen du giga de données est représente 8 du revenu, moyen par habitant. 8. C'est-à-dire si vous êtes dans un pays comme la RDC où, allez, essayons d'être gentils, si le ménage moyen peut gagner l'équivalent de 100 par mois, vous n'en avez que 8. Enfin, il y a, donc le giga de données vous coûte 8 dollars. C'est trop cher, 8 dollars par giga de données lorsque vous considérez que les Nations Unies ont mis le curseur au niveau de 2% du revenu mensuel de la population, mensuel moyen de la population. Donc, il y a du travail à se faire et il y a du travail à faire. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous renvoie pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route ou ceux qui avaient raté cet épisode. Je pense que c'était l'épisode numéro 4. D'ailleurs, on a bien fait de les numéroter carrément, nos épisodes, nos numéros, pour bien s'en référer à l'avenir. Si vous consultez le numéro 4, il était question de souveraineté numérique, on a parlé du prix d'Internet, et donc voilà, je ne vous en dis pas plus, allez le consulter, numéro très riche, très intéressant. Mais ce que je vous ai ressorti de ce numéro-là, c'était ce graphe, vous vous souvenez peut-être l'avoir vu ici ou ailleurs, qui parle du prix moyen d'Internet en Afrique. Regardez, ça c'est sur une échelle de 0, donc de 0 à 30 dollars. Ça c'est le prix en dollars américains, ou équivalent en tout cas. Et ça, c'est les pays. Et vous voyez, les pays qui sont autour de 2 dollars ou légèrement plus, bon, voilà, Soudan, Égypte, Ghana, Algérie, Cameroun, voilà. Il y en a quand même un petit paquet là. Mais plus vous montez, à partir de plus ou moins là, vous commencez quand même à avoir les cancres, les mauvais élèves. Namibie, Gabon, RDC, voilà, notre sujet du jour. On est à environ 8 dollars pour le giga de données. Congo-Brazzaville, pas beaucoup mieux. Togo, Tchad, République centrafricaine, Libye. Guinée équatoriale, les amis, Guinée équatoriale, le giga de données, c'est 32 dollars, 32, 33 dollars. Mais il y a un contexte particulier. J'en ai parlé dans le numéro 4. Allez-y, je ne vous en dis pas plus. Ce n'est pas le sujet du jour. Mais vous regardez quand même que ça reste assez élevé quand on parle de 8, 10, 12 dollars, comme en Libye, pour le giga de données, et ça reste un véritable problème. On ne peut pas se développer aussi longtemps. Regardez, 8 dollars en RDC pour le giga de données. Revenons à notre exemple de 100 dollars environ pour le revenu moyen. Et au moment où je vous dis ça, je sais qu'il y a des gens en RDC qui hurlent et qui disent, mais ce type-là, il parle de quoi? 100 dollars, nous, on n'a jamais vu la couleur. Mais soyons gentils, soyons larges, prenons un chiffre rond, 100 dollars, qui reste somme toute assez réaliste. Les amis, 100 dollars pour un ménage, pour une personne responsable, une fois que vous avez payé votre loyer, une fois que vous avez repayé quelques dettes, une fois que vous avez acheté de la nourriture, scolarisé vos enfants, il vous reste combien pour acheter les gigas? OK, il vous reste 8 dollars, d'accord, mais vous savez ce que vous pouvez faire avec 8 dollars? Vous pouvez acheter 1 giga. 1 giga de données pour tout le mois. Vous faites quoi avec 1 giga de données? En termes d'activité à valeur ajoutée dont nous parlions, vous faites quoi? C'est pour ça que quand moi je regarde, des fois on en rit, mais la plupart des amis et parents en RDC, il y a des heures où tu les regardes, ils disparaissent des réseaux. Parce qu'à chaque fois, quand tu n'es pas très occupé, tu dois couper la connexion. Et puis tu la rallumes à un moment ou dans une heure creuse où tu fais vite, et puis tu coupes la connexion. On ne peut pas être dans du streaming. On ne peut pas télécharger du contenu éducatif en ligne et en continu parce que ça coûte exagérément cher, les amis. Donc voilà, il y a un sérieux souci. Le prix, il faut regarder ça. Et donc voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur le prix. Donc pour récapituler, on a parlé de quelques, on va dire, quelques entraves, disponibilité, pertinence, l'éducation et les capacités, voilà, les compétences, ainsi que la, l'abordabilité des prix. Ça reste trop cher pour le commun des mortels. Mais les amis, moralité, c'est quoi? OK, d'abord, il faut applaudir des deux mains ce qui est positif.
à savoir la croissance. Moi, je pense que ça n'est pas rien. Lorsqu'on regarde d'où le pays vient, ça n'est pas rien. On est en train de parler de 18%, 17% aujourd'hui. Si on considère que l'année passée, on parlait de 13%, si on considère qu'en 2012, les chiffres publiés sont de 1% d'accès à Internet pour la RDC. En 2020, ils étaient de 13%. En 2022, 17, 18%. Il y a forcément un mouvement dans la bonne direction et ça, c'est à encourager. Deuxièmement, j'aimerais encourager le fait que le ministère du numérique s'est très vite doté d'un plan national du numérique à l'horizon 2025. Et ce plan répond à la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, il faut le lui reconnaître, très tôt dans son mandat, a rendu public sa vision, à savoir faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. C'était clair, c'était net, c'était précis, c'était formulé dès le début. Les moyens pourraient arriver, on va en reparler, il y a toujours à boire et à manger, mais au moins, le numérique fait partie des domaines dans lesquels la vision était claire dès le début et le plan national du numérique que je sais, le commun mortel ne le lira jamais, mais moi, je l'ai consulté pour vous. J'aurais pu l'écrire, le réécrire 1000 fois parce que, voilà, je suis du domaine, il m'intéresse au plus haut point, j'ai suivi toutes les étapes de son élaboration et il est grosso modo structuré autour de 4 piliers, à savoir les infrastructures, les usages applicatifs, les contenus, la gouvernance et la régulation. Donc, voilà, il y a des mouvements dans la bonne direction, il y a du bon, les amis, tout n'est pas à jeter, mais il y a aussi des choses à dénoncer, les amis. Et là-dessus, chers amis, j'aimerais revenir sur euh, notamment le prix, la hausse des prix. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez suivi en ce début du mois de juin, je pense qu'il y a eu un communiqué de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, le 1er juin 2022, qui faisait état, en gros, d'une hausse euh, des prix de télécommunications. Donc, on est en train d'aller, au lieu d'aller dans la bonne direction, on est en train de parler de hausse des prix. En fait, la FEC fustigé la RPTC, qui est le régulateur, et le communiqué, je cite, parlait des opérateurs qui n'ont donc pas d'autre choix que d'augmenter les tarifs des différents services sur lesquels le gouvernement a décidé d'appliquer ces nouvelles charges. Les opérateurs sont donc obligés également de retirer certaines offres généreuses de certains services accordés aux consommateurs, dont Facebook Flex. Alors, je pense que le lendemain ou 2 jours après, j'ai suivi dans les médias, la RPTC a fait un démenti et donc il y a une sorte de ping-pong qui se joue en ce moment. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais en gros, la RPTC, qui a des prestations du reste légitimes, à savoir veiller sur la qualité des services rendus aux usagers, la protection des données à caractère personnel, contrôle du trafic entrant et sortant, contrôle technique des équipements du secteur des télécommunications. Donc, il y a certaines prestations, mais le contexte économique, géopolitique est plutôt haussier et donc il y a une tendance à la hausse des prix et tout ça, c'est bien, mais c'est bien beau. Il faut peut-être faire des ajustements, mais malheureusement, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les ménages, c'est toujours les consommateurs qui payent. On a eu une affaire nébuleuse de rame pendant 2 ans ici. Pendant qu'on y voit clair, c'est le commun des mortels, c'est le peuple qui payait et c'est toujours les mêmes qui trinquent. Donc là-dessus, franchement, on n'est pas en train d'aller dans la bonne direction. Je vais suivre ce dossier de près parce qu'il faut bien qu'on connaisse le fin mot de l'histoire, mais on est en train déjà de préparer les esprits pour une hausse des tarifs, ce qui va contrairement à rebours de tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui jusque-là, les amis. Dans ce communiqué-là, un paragraphe avait aussi retenu mon attention, pardon, et il parlait de la pression fiscale, parce que vous savez, en RDC, la pression fiscale, c'est-à-dire le poids de la fiscalité sur les opérateurs de télécommunications, est de 34%, comparé à une moyenne en Afrique subsaharienne qui est
plutôt de 22%. Donc, les opérateurs, en ce moment, et peut-être depuis beaucoup trop longtemps, sont plutôt surtaxés en RDC. Mais mon indulgence envers eux ici n'est pas infinie. Donc, je les suis jusqu'à un certain point. D'abord parce que, les amis, pour les plus jeunes et pour ceux qui n'ont pas suivi le film, les opérateurs téléphoniques ont joué un rôle importantissime dans l'unification même de notre pays. Lorsque le téléphone mobile arrive, on est au début, enfin, le téléphone mobile arrive voilà, Mico, Télécell, on est 95, 94, 95, 97 par là, en tout cas les années 90. Mais quand on entre dans le 21e siècle, autour de 2000, 2001, 2002, c'est quand la téléphonie moderne que nous connaissons fait ses premiers pas en RDC. Les amis, beaucoup d'entre vous qui écoutez cette vidéo n'ont peut-être pas connu les phonies où on devait prendre un rendez-vous pour parler à ses parents pendant, voilà, une semaine à l'avance. On vous disait il fallait venir à telle heure parce que c'est l'heure à laquelle on allait vous connecter. Beaucoup n'ont pas connu l'époque où un téléphone cellulaire, les grosses briques, là, les Motorola, coûtaient 2500, 3000 $. C'était en fait un signe ostentatoire de richesse. Beaucoup n'ont pas connu ces jours-là, ou en tout cas ne s'en rappellent plus très nettement, mais on vient de loin. 2000, 2001, 2002, le pays est en guerre. Si vous êtes dans un grand centre, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes à Goma, vous êtes à Kisangani, vous êtes à Mbujima et vous êtes à Kinshasa, pour parler à vos parents, pour parler à vos amis qui sont dans l'arrière-pays, qui sont dans des villes, villages plus reculés, c'était le parcours du combattant. Et ces opérateurs nous ont désenclavé cet espace-là et c'est tout à leur crédit. Mais ils ont beaucoup profité de la situation. Ils ont beaucoup profité. Et ici, moi, j'aimerais fustiger le fait que je n'ai pas l'impression qu'ils nourrissent vraiment la poule aux œufs d'or. D'abord, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont eu des exonérations dans les premières, je pense, 3-5 premières années, exonération fiscale d'un genre ou d'un autre, peut-être pas suffisamment, mais en tout cas, il y en a eu. Et je parle d'autorité parce que je suis du domaine et je connais pour avoir vécu ça moi-même. Donc, il y a eu des gestes. Et puis après, bon, voilà, la fiscalité, ce n'est pas qu'une affaire de télécommunications. Tout le monde est hyper, en tout cas ceux qui déclarent, ils sont hyper fiscalisés au Congo. Les petits entrepreneurs sont hyper, même les informels sont hyper fiscalisés. D'où, d'ailleurs, je vous ai fait un numéro antérieur, ça pouvait être le numéro, bon bref, ça se trouve dans les archives de cette chaîne, où je dénonçais même l'appellation de commerçants informels parce qu'ils ne sont pas informels. Ils sont tellement fiscalisés, on les connaît tous. Il faut arrêter de les appeler informels. Ils ne sont pas du tout informels parce qu'on les connaît et ils nourrissent l'État tous les jours. Bon, ça c'est une autre parenthèse, c'est un dossier, on va y revenir si vous le souhaitez. Donc, en gros, les opérateurs téléphoniques, ils doivent aussi nourrir la poule aux œufs d'or. Ils doivent nourrir le pays qui leur permet de faire tant de profits, tant de bénéfices, tant de revenus depuis aujourd'hui 20 ans, 21 ans, 22 ans. Et en passant cette semaine, je pense, en tout cas en cette première semaine de juin 2022, alors, je ne vais pas citer d'opérateur parce que je n'ai pas retrouvé l'article de presse quand je préparais ce numéro, mais je vais le retrouver, on en reparlera peut-être. Et je crois que c'était sur Top Congo que j'ai écouté. Il y a quelque part dans le Grand Équateur, je ne sais plus, c'est dans la Mongala ou Chopo ou Chouapa. Bref, en tout cas, j'ai souvenir que c'était dans le Grand Équateur où la population a fait plus d'une semaine avec des perturbations et des pannes. Donc, sans réseau, un certain réseau était complètement down toute la semaine. Mais alors, ma question, c'est comment ça se peut? Comment se fait-il qu'on en arrive là? Messieurs les régulateurs, messieurs les dirigeants, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes informés de ça? Où est le cahier des charges? Quels sont les SLA? Mais on a tous appris dans le management la continuité des affaires, plan de continuité des affaires. Où est le plan de continuité des affaires, business continuity plan? Quels sont les cahiers des charges? Quelles sont les pénalités qui ont été payées par ça? Vous pensez que c'est possible ça en Afrique du Sud?
Vous pensez que c'est possible au Kenya? Vous pensez que ces opérateurs peuvent faire ça au Nigeria? Vous pensez qu'au Maroc, on tolérerait une affaire pareille? Une semaine, la population est complètement down parce que le réseau ne marche pas et je pense que je vais retrouver l'article de presse. Je vais le remettre dans un des prochains numéros. Mais en fait, il s'agissait d'une panne et la pièce centrale était à Kinshasa et ça tombe dans un moment où je pense qu'il y a perturbation entre les vols. Déjà, si la pièce est centrale, si la pièce est essentielle, qu'est-ce qu'elle fait à 2 heures de vol? Qu'est-ce qu'elle fait à 500 kilomètres de là où elle devrait être, de là où se trouve la salle des machines? Dans un pays où vous avez ce chef-lieu-là qui est desservi, je ne sais pas moi, à raison de 3 vols par semaine. Comment on en arrive là? Si la pièce, elle est jugée essentielle, eh bien, il doit y avoir des pièces de rechange sur place. Mais c'est un plan de continuité des affaires banal, mais c'est genre première année de gestion, voyez-vous? Mais moi, mon problème, mon coup de gueule ici, c'est que c'est absolument inacceptable qu'on considère que certaines choses peuvent passer parce que c'est au Congo. Je vous garantis, demandez à MTN. Ils ne jouent pas avec le gouvernement du Nigeria. On peut tout dire sur les Nigériens, mais MTN ne fait pas n'importe quoi au Nigeria. Au Maroc, tu ne fais pas n'importe quoi. Pourquoi ces opérateurs peuvent se permettre ça au Congo? Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a absolument estomaqué. On va y revenir et il faudrait. Et ça, c'est exactement ce dont on n'a pas besoin en ce moment où on parle de la croissance d'accès à Internet, on parle de rentrer dans l'économie numérique, dont nous allons reparler tout à l'heure. Et donc, en conclusion, chers amis, moi je dirais, voilà, bravo au gouvernement pour la croissance. Elle est quantitative, de 1 à 12, à 13, à 18, c'est quelque chose, mais il faudrait qu'on sorte de ce, de ce schéma où on voit toujours les choses de manière quantitative. Le temps est venu de penser aussi qualitativement, de penser, de gratter un peu les chiffres, d'ouvrir l'emballage, d'ouvrir le paquet, de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voyez-vous, la priorité, monsieur le ministre du numérique, monsieur le président de la République, vous qui avez rendu tellement clair et limpide votre vision, à savoir faire du numérique un levier d'intégration, de bonne gouvernance, de croissance et de progrès social. Vous l'avez fait, c'est clair, c'est net, c'est précis. Messieurs les dirigeants, messieurs, dames, vous qui êtes aux commandes de ce pays-là, nous devons très vite construire une économie numérique. Et quand je dis économie numérique, ce n'est pas des gros mots, ce n'est pas des grandes phrases creuses qui ne veulent rien dire, ce n'est pas des phrases pour impressionner qui que ce soit. C'est des concepts tout à fait simples. Tous les pays sérieux s'y sont déjà mis et on a des. Je ne suis pas en train de dire que la RDC n'a pas commencé. Mais alors, non, non, qu'on ne pense pas que je suis en train là de jeter des grands termes économie numérique. Très simplement, je vous explique et permettez-moi que je vous le décrypte en des mots que chacun peut comprendre. Nous avons parlé du plan national du numérique. Nous avons parlé de ses piliers, à savoir infrastructure, contenu, usage applicatif, gouvernance et réclamation et autres régulations. Mais quand on parle de bâtir une économie numérique, premièrement, et ça devrait être la priorité des priorités, messieurs et dames, c'est de construire, mais alors à un rythme quasi martial, une infrastructure blindée, une infrastructure béton, pour employer le terme à la mode, en termes de construction, de tours, de télécommunications, d'accès. Regardez comment les pays sérieux traitent les opérateurs qui viennent pour y déployer la fibre métropolitaine, la fibre qui connaît les backbones. Ces gens-là, on devrait les traiter avec le même respect. Aucune concession ne doit leur être refusée. Ces gens-là, c'est les gens qui construisent, c'est l'équivalent des constructeurs des chemins de fer de l'époque. C'est eux qui vont nous sauver. Mettons du paquet. Faisons jouer le poids de la RDC dans la construction des infrastructures de communication et de
télécommunications. C'est ça, c'est par là que le désenclavement de notre pays passera. Évidemment, il ne parle pas des routes. Parlant des routes, je vous fais cette analogie. Le, le noyau de cette économie numérique doit être une infrastructure, mais alors bétonnée. C'est l'équivalent d'une route parfaite. Voyez-vous? Parce que lorsque vous avez des routes qui vont de partout à partout, qui desservent l'intérieur du pays, qui desservent les petits villages, vous ne laissez personne hors du circuit des routes, des autoroutes, des routes de dessert agricole. Vous voyez l'image? Eh bien, faisons ça dans le numérique. Oui, vous allez me dire, il y a la problématique de coût. Évidemment qu'on ne va pas mettre la 5G dans le fin fond du village où il n'y a aucun usage qui le justifie aujourd'hui. Même en France, au Canada, aux États-Unis, on ne lance pas la 5G partout. Il y a des pôles où on expérimente le réseau parce que c'est des infrastructures qui coûtent extrêmement cher et puis parfois, il n'y a pas les besoins pour faire du retour sur l'investissement. On connaît tout ça, mais ce n'est pas une excuse pour ne pas commencer. Il faut qu'il y ait de la connectivité partout, chers amis. Et pourquoi il faut tout ça? Parce que ces autoroutes de l'information, lorsqu'on les construit, elles, elles irriguent, elles permettent la création. Bon, d'abord, elles servent de contenu ou de contenant pour recevoir les contenus. Voyez-vous? Et le contenu, c'est quoi? C'est nos informations, c'est les transactions de tous les jours. Je vous dirais un truc, les amis. Il n'y a pas très longtemps, j'ai visité une infrastructure sensible qui fait partie de l'administration congolaise. Je ne vous dirai pas où parce que c'est sensible. Et le directeur que je visitais, où on a parlé de beaucoup de choses, et je l'ai conseillé sur un certain nombre de choses, il m'a avoué que les caméras de surveillance que je voyais partout dans les installations ne fonctionnaient pas. Elles avaient été arrêtées. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas l'argent pour acheter, pour renouveler les disques de sauvegarde. Mais on vit dans quel monde là? On parle d'infrastructures vitales pour le pays, chers amis. On ne parle pas d'un petit truc au coin de la rue. Infrastructure vitale, je ne dirais pas où c'était. Vous voyez, on en est là. Parce que les infrastructures font défaut. Les disques sont saturés. Il n'y a pas un peu d'argent pour mettre du budget et acheter des disques de sauvegarde, les renouveler, faire du backup. Pourquoi pas mettre certaines données qui ne sont pas aussi sensibles que d'autres dans le cloud? Bref, toute cette architecture-là, écoutez, arrêtez de bricoler éternellement dans ce pays-là. Parlez aux gens qui s'y connaissent, s'il vous plaît. Et les gens qui s'y connaissent, il y en a. Il y a des Congolais qui excellent dans ces choses. Voyez-vous? Donc, j'étais en train de dire qu'il faut l'infrastructure, c'est l'autoroute de l'information. Il faut le contenu, c'est les transactions du quotidien que nous allons héberger dedans. Et cette richesse-là va féconder tout un tas d'usages applicatifs. Voyez-vous? On va structurer, organiser toutes ces données selon des usages, selon des on va dire comment dirais-je, des métiers, ce qu'on appelle les cœurs de métier. Donc, du coup, il y a des applicatifs qui vont se développer dans le e-commerce, dans les services en ligne, dans la promotion de la musique, de l'art local, dans les jeux vidéo, les développements des jeux vidéo. Il y a des petits jeunes qui vont sortir, qui vont libérer leur créativité et développer une industrie des jeux vidéo qui sont adaptés. Ça se fait déjà, mais à une échelle beaucoup trop négligeable, chers amis. Pourquoi? Parce qu'en général, il n'y a pas une connexion digne de ce nom. Parce qu'en général, les acteurs sont trop éloignés. Il faut que l'écosystème du numérique se féconde, se côtoie. Voyez-vous? Et lorsque les gens se côtoient, lorsque déjà l'écosystème physique les accompagne et que les chercheurs de l'Est peuvent aller à l'Ouest, les universités peuvent être mises en réseau, c'est là que l'on va libérer le génie congolais, chers dirigeants. Et on pourra ensuite organiser ces connaissances, ces expertises en termes de cœur de métier, d'industrie. On va développer une industrie automobile, on va développer une industrie de l'agriculture, on va développer la fintech qui est déjà là, on va développer la technologie dans les transports, on va développer les techs dans la grande distribution.
La e-santé, M-santé, on en a parlé ici même, je pense, épisode numéro 17 ou 18. Allez voir, j'ai fait tout un numéro sur e-santé en RDC, la santé numérique, le tourisme. Donc, tous ces usages-là ne pourront jamais émerger aussi longtemps que l'infrastructure restera bancale. C'est pour ça que j'ai parlé d'un développement, mais alors toutes affaires cessantes et à un rythme quasi martial d'infrastructures solides de télécommunication. Et tous ces processus, ils se nourrissent mutuellement. Ce processus, il n'est ni linéaire ni unidirectionnel. Pour revenir à l'analogie physique, on n'a pas attendu d'avoir des autoroutes dans le monde entier pour penser à fabriquer des voitures. Et pour enfin aussi ensuite penser à fabriquer des voitures de très haute performance et faire des usages du tourisme sur les routes. Non, c'est des usages qui naissent. Puisque les routes sont là, même lorsqu'elles ne sont pas parfaites, elles encouragent déjà le déplacement de la population. Quand la population peut se déplacer, le commerçant qui a sa marchandise d'amener, qui veut transporter de A à B, il a déjà un conduit et donc il va exploiter. Et en allant de A à B, il va retrouver d'autres valeurs ajoutées qu'il va rajouter. C'est pareil dans le numérique, chers amis. N'attendons pas qu'il y ait de la fibre partout en RDC. Commençons avec ce qu'il y a, mais alors faisons vite. Investissons dans les infrastructures, investissons dans la fécondation des jeunes pousses, voyez-vous, pour libérer cette créativité-là. Connectons les universités, instituts de recherche, instituts supérieurs, pour que ce savoir-là ne reste pas moisir dans une bibliothèque qui circule. C'est comme ça que les autres pays sont sortis de la pauvreté, de la misère, de la galère. Donc voilà les amis, quelques aspects que j'aimerais que j'ai souhaité partager avec vous dans ce numéro. Et au-delà de la pénétration quantitative, au-delà de juste, on est passé de 5 à 10%, à 15, à 20%. Monsieur le ministre, voici quelques questions sur lesquelles je vous demande instamment de réfléchir ou de faire réfléchir ceux qui vous entourent. Au-delà du quantitatif, pensons qualitatif. Comment a évolué le prix moyen du giga d'une année à une année? Nous voulons vous entendre, monsieur le ministre, monsieur les dirigeants, cet indicateur-là, sur les 10 dernières années. Le prix du giga, il a évolué dans quel sens par rapport au pouvoir d'achat, par rapport au revenu mensuel moyen? Combien de ménages ont été connectés à Internet à haut débit sur l'année écoulée? On veut savoir ça. Combien d'incubateurs, d'accélérateurs de PME ont été créés pour sortir ces sans-abri? Vous savez, les développeurs congolais, les jeunes pousses qui se débrouillent, ce sont des véritables sans-abri. Mais c'est vraiment des véritables chégués numériques. Chégués, pour ceux qui ne sont pas congolais, c'est des SDF, c'est des sans-abri, c'est des enfants de la rue. C'est pareil avec les acteurs du numérique, les autodidactes, les PME, les entrepreneurs. Il manque de quoi payer la connexion Internet dans un pays aussi riche que chez nous. Donc, ils meurent avec leurs innovations, leur créativité. Combien on a hébergé dans des centres d'hébergement, et c'est le cas de le dire, donc hébergement numérique, on les appelle des incubateurs, des accélérateurs. Combien on en a recueilli dans l'année passée, sur les 5 années passées? Et je sais qu'on en recueille, je ne dis pas qu'on en recueille zéro, mais combien par rapport à la demande? Voyez-vous? Et ce n'est pas seulement pour aller à Vivatech. Ce n'est pas seulement pour aller représenter le pays à l'étranger, ce qui est très bien pour le rayonnement, le commerce international, c'est une autre de mes spécialités et je reviendrai sur ça. Mais c'est aussi pour le rayonnement local. Transformons, créons notre richesse numérique chez nous, unique, originale. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour venir faire du tourisme numérique au Congo, pour venir héberger des applications et, en passant, créer des emplois. Qu'il y ait un peu ce dynamisme-là. Combien de villages, combien de nouveaux territoires qui ne connaissaient pas Internet ont été pénétrés? Voilà, monsieur le ministre, voilà, chers dirigeants, des informations qui vont vraiment nous, on va dire, nous édifier. C'est bien de sortir
de partir de 0 à 1, à 10, à 15%, mais ces indicateurs quantitatifs vont vraiment, ou plutôt qualitatifs, vont vraiment nous apprendre, nous instruire sur comment on est en train de réduire le gap. Combien de réformes ont été appliquées dans le cursus éducatif, dans le cursus universitaire, dans le cursus scolaire même, en faveur du numérique? Combien? Elle parle de quoi? À quel niveau le numérique doit maintenant rentrer dans l'enseignement pour que nos enfants, dès l'âge de 5 ans, 6 ans, 8 ans, ils soient déjà à grande échelle, je ne parle pas que des enfants des riches, je parle à grande échelle, capables de développer des petites applications, comme on le voit avec les petits occidentaux, comme on le voit avec les petits asiatiques. Voilà, messieurs, voilà, mesdames, les indicateurs sur lesquels nous vous attendons. Bravo pour la croissance quantitative, mais nous vous attendons aussi sur la croissance qualitative. Parce que tenez-vous bien, messieurs, tenez-vous bien, mesdames, il y a une génération de Congolais qui émerge, qui seront très regardants sur ces domaines. Par exemple, dans la tech, moi, j'en fais partie. Je suis très regardant. Je ne me limite pas à applaudir. Je ne me limite pas à chanter. Là où il faut proposer, on propose. Là où il faut critiquer, on critique. Là où il faut applaudir, on applaudit. Mais fini l'époque où on applaudissait béatement, bêtement, et puis on passait à autre chose. Parce que nous allons vous aider. Nous, on va participer à la transformation numérique de ce pays-là. On va changer les choses, on va faire bouger les lignes dans ce pays-là. Pour vous, pour nous, pour nos enfants. Voilà. Et aussi à l'approche des échéances électorales. Nous vous annonçons déjà qu'ici sur Excel, Africa BizTech, nous créerons une sorte d'observatoire où on va scruter tous vos programmes électoraux, projets de société. Je vois quelqu'un qui ricane et qui dit, mais arrête cette affaire-là, le Congolais ne vote pas sur base d'un programme électoral. Oui, je sais, on m'a aussi dit que le Congolais ne pouvait jamais utiliser une carte bancaire. On m'a aussi raconté que le Congolais ne pouvait jamais épargner en banque. On m'a expliqué que le Congolais n'utiliserait jamais un téléphone mobile. On m'a expliqué que le Congolais achèterait jamais quelque chose en ligne parce que le Congolais veut voir, sentir, toucher. Oui, moi, je connais des gens qui ne sont pas des illettrés, qui, il y a encore quelques années, me disaient je ne peux jamais donner mon numéro de carte de crédit à quelqu'un. Aujourd'hui, on achète quasiment des cacahuètes au coin de la route avec la carte de crédit. Quand on achète nos billets d'avion et autres, on donne y compris le code CVV et autres à quelqu'un, tu ne sais même pas si la personne existe. Donc, ne me racontez pas que le Congolais n'est pas capable de voter sur les prochaines échéances et sur les prochains et de demander des comptes à leurs dirigeants sur base de leur programme, y compris de leurs projets numériques. Donc, nous, chers dirigeants, on est la génération montante et on est là pour vous. On va être très strict avec vous, on va être très honnête avec vous, on ne vous fera pas de cadeaux, mais ensemble, vous, nous, et tous ensemble, on va développer ce pays-là. Et on léguera, je l'espère, c'est en tout cas ma prière, un meilleur Congo à nos enfants. Merci, chers amis, pour votre attention. Ce sera tout pour aujourd'hui. Commentez, laissez-moi vos likes. Encore une fois, partagez. M'écrivez pas juste sur WhatsApp en privé pour me dire c'était bien ce que tu as dit, oui, tu as tapé sur les bons points, c'était ceci. Merci pour vos encouragements. Mais mettez-le aussi en commentaire et puis partagez, faites connaître cet espace. Ainsi, ensemble, nous essaierons, un temps soit peu, vous et moi, d'éclairer les masses, les outiller, ou plutôt, j'aime bien ma phrase, pardonnez-moi, j'ai un trou, éclairer les masses, les informer du progrès et les outiller pour la concurrence. Voilà ce que j'allais vous dire. Le vôtre, docteur Jean-Paul Mouka, je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. Chap, chap.